15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Bonjour à tous et bienvenue dans Quartier, votre émission quotidienne sur BX1, chaque jour du lundi au vendredi de 15h à 16h30. Aujourd'hui, je vous emmène à Uccle, dans le quartier de l'Observatoire. Et pour nous en parler, j'ai deux invités. Dominique Vaz, bonjour Dominique. Bonjour Xavier. Et j'ai Maxime Daron qui est là également. Et comme d'habitude, d'abord savoir qui vous êtes et surtout ce que vous faites dans le quartier. Je veux bien commencer. Je m'appelle Maxime, donc j'ai maintenant 35 ans. Et en fait, ce quartier, je le connais depuis tout jeune. Parce que mes grands-parents habitaient déjà à cette époque-là, avenue Amoire. Et donc, je passais mon temps entre l'école Ahmed et l'école de Creully, qui se trouvent toutes les deux à l'intérieur de ce quartier. Donc, toute ma jeunesse a été passée déjà dans ce quartier qui a beaucoup évolué, en fait, on peut dire, en 3 décennies. Eh bien, ça, on va avoir l'occasion d'en parler, on va vraiment le détailler. Et vous, Maxime, vous, Dominique. Donc voilà, donc je m'appelle Dominique Vaz, je suis un peu plus âgé, j'ai 54 ans. Je suis né à Uccle, j'ai vécu dans le Brabant wallon, je suis revenu il y a 25 ans à Uccle, donc j'ai passé la moitié de ma vie à Uccle. Et je suis le président du comité de quartier Observatoire. Et je suis aussi administrateur de ce qu'on appelle le comité des comités de quartier à Uccle. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Absolument. Et alors, d'abord, et ça c'est une chose qui est importante pour moi, j'aime bien qu'on puisse situer le quartier pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout Uccle et qui ne savent pas du tout où est l'Observatoire. Il est situé où ce quartier ? Alors, donc on se trouve en sortant du bois de la Cambre et quand on va vers Waterloo, il y a la chaussée de Waterloo. Donc on prend une partie de la chaussée de Waterloo et puis on prend à droite vers l'avenue latérale qui longe en fait la voie de chemin de fer 26 qui est celle qui va du centre-ville jusqu'à Halle. Et alors on remonte à un moment donné au niveau du pont Carsoul dont on parlera tout à l'heure. On remonte en fait sur l'observatoire de Uccle qui a été créé en 1890 et on clôture la boucle. Donc c'est un quartier qui fait environ 3-4 km². Voilà, Maxime. Alors une chose qui est importante aussi, d'autant plus que ce quartier a vraiment une histoire, c'est me parler de son histoire et revenir même aussi loin que vous pouvez par rapport à ça. Je sais que vous avez bien potassé l'histoire du quartier. Je me lance ? Je pense que oui. Je me lance et tu complètes. En fait, on adore l'histoire et on se rend compte que là où on est, comme partout à Bruxelles, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, en fait, c'est assez simple dans notre quartier parce que notre quartier, il a appartenu à 2 types de propriétaires dans les 1000 dernières années. Donc, à partir du XIIIe siècle, il y a eu la seigneurie de Carlo. Carlo, c'était l'ancien nom de la place Saint-Job, qui s'est installé place Saint-Job, qui avait son château, et qui étaient les seigneurs, donc qui avaient leurs terres et qui étaient reconnus par toutes les autorités qui sont passées entre le XIIe siècle et le XIXe siècle. Et donc ils sont restés là jusqu'à la Révolution française. Et suite à la Révolution française, les révolutionnaires ont brûlé en fait le dernier château de Carlo qui se trouvait sur la place Saint-Job et dont les décombres ont d'ailleurs été redécouverts quand on a mis un bassin d'orage il y a une dizaine d'années. Et alors, début du XXe siècle, donc vers 1900-1910, le prince de Ligne, qui était le dernier héritier des Carlo, a fait percer des avenues sous ses propres deniers, notamment l'avenue Amoire et l'avenue Lancaster, et après a revendu les terrains à, on va dire, les promoteurs de l'époque pour commencer à construire. Et donc il y a eu une urbanisation progressive entre 1890, où c'était plutôt des secondes résidences des riches bruxellois, jusqu'en 1920, et de 1920 à 1950, 1960, le quartier s'est densifié, urbanisé, mais avec de très belles choses, et continue d'ailleurs, on en parlera, à s'urbaniser. Oui, on peut aussi peut-être rajouter que dans cette première partie du XXe siècle, c'était principalement des résidences secondaires de bourgeois qui avaient justement, qui habitaient des maisons de maîtres, là où se passaient des industries, donc dans le centre-ville. Ils avaient, alors à l'époque, c'était la campagne, c'était des vergers, et il y avait très très peu de maisons. Ah, c'est amusant. Donc c'est quelque chose qui s'est vraiment construit petit à petit et qui est devenu ce que c'est actuellement, qui est quand même un quartier huppé, c'est un quartier qui reste un quartier où j'imagine c'est pas évident d'habiter. C'est un quartier relativement aisé, on en est convaincu. C'est un quartier qui reste très vert, même si ça n'a plus rien à voir avec
la campagne bruxelloise il y a un siècle. Et en fait, on a conscience de ça. On a aussi conscience que la ville doit se densifier, doit s'urbaniser. Mais d'un autre côté, un des objectifs du comité de quartier, c'est aussi de faire en sorte que cet environnement, ce poumon vert, reste et que les bonnes décisions soient prises pour optimiser énormément de contraintes d'urbanisation. Mais justement, vous êtes etc. super actif. Je pense que c'est vraiment un des comités de quartier très très actifs. Vous en êtes le président, vous en faites partie tous les deux. Alors dites-moi, ce comité de quartier, il sert à quoi? Qu'est-ce que vous faites? Je pense que on peut parler des différents pôles sur lesquels on a commencé à collaborer ensemble avec Dominique, qui avait déjà depuis un petit temps chapeauté tout ce qui était en train de se faire avec le comité de quartier. Les différents pôles sont l'urbanisme, la propreté et l'environnement. On a vraiment beaucoup d'attention aussi sur toute la protection des arbres dans le quartier. Il y a évidemment le sujet de la mobilité, qui est très important pour nous en raison des écoles avoisinantes, et on parlera aussi du vivre ensemble, et on peut encore parler de la sécurité. Donc on a aussi tout un pôle pour pouvoir promouvoir la sécurité des habitants. Et alors par rapport à ça, vous me parlez de l'urbanisme, ça c'est très générique, qu'est-ce que vous faites concrètement par rapport à ça? Alors l'urbanisme... En fait, on est très attentif à tout ce qui se passe dans le quartier. Le plus gros dossier en cours depuis un peu plus d'un an et demi, c'est le remplacement du ce qu'on appelle le pont Carsoul, qui enjambe, donc en remontant de la place Saint-Job et en allant vers l'avenue latérale, en montant vers l'Observatoire. Il y a un petit pont qui a été construit il y a un siècle, qui est super, qui est magnifique, mais bon, il a fait son temps, il doit être remplacé. Et il va être remplacé par un projet défini par Infrabel et par la STIB, qui va remplacer ce pont par une place publique, par un tunnel, par une place qui va faire 50 mètres sur 50 mètres, qui va multiplier par 5 l'emprise béton, qui va en fait demande de couper 1000 mètres carrés d'arbres, donc plus de 80 arbres, qui va couper un couloir vert, vous allez comprendre pourquoi j'explique tout ça, mais le couloir vert de la faune entre le bois de la Cambre et le Coberg. Et donc, on s'est mobilisé. On a fait des pétitions de 300-400 personnes. On est allé expliquer en commission de concertation, qui sont les réunions urbanistiques organisées dans le cadre de ce type de projet, pour exprimer notre opinion. Ça n'a pas été tout à fait écouté. Alors on s'est dit, on va faire un projet alternatif. Et on a rassemblé 4-5 ingénieurs, ponts et chaussées, des architectes. On a travaillé, on a boulotté. Mais vous êtes parvenu à les intéresser au projet, ou bien vous avez dû les payer ou... On a été frappé à la porte d'Infrabel et on leur a montré, on a passé 2 après-midi là-bas pour leur montrer le projet en disant voilà, on veut moderniser ça, on comprend bien, on veut en faire un nœud multimodal, mais on voudrait optimiser toutes ces contraintes sans parler de l'intégration du béton dans ce quartier, qui peut être plus réfléchi. Et donc Infrabel nous écoute poliment, gentiment, fait quelques petits changements, mais on est quand même contre des grosses institutions, mais on a beaucoup d'énergie pour essayer de faire passer nos idées. Et ça va dans le bon sens ? Alors, on attend dans les semaines qui viennent Urban Bruxelles, donc qui est l'organisme qui chapeaute tout ce qui est urbanisme à Bruxelles, qui va donner ou non l'accord pour ce permis. Si cet accord est donné, on ne sera pas tout à fait content, donc on verra en quoi on agit. Est-ce qu'on fait un recours? Est-ce qu'on essaie encore d'influencer? Ou bien est-ce qu'on accepte comme ça? Et donc ça, ce sont des dossiers, évidemment, ça c'est un des dossiers les plus impactants pour Uccle dans les 10 dernières années, construire une gare, un pont, un tunnel. Ce sont des gros dossiers d'urbanisme. Mais alors, dans les plus petits dossiers d'urbanisme, on essaie d'être attentif à ce qu'il n'y ait pas trop d'abattage d'arbres, à ce qu'il n'y ait pas de dérogation urbanistique. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité de traitement entre Maxime et moi qui demanderons quelque chose pour notre maison par rapport à un promoteur avec qui ils auront peut-être plus d'influence pour essayer d'avoir des dérogations urbanistiques. On essaie d'être très attentif. On est très attentif et on n'hésite pas à aller donner notre opinion dans les bons forums. Mon quartier sur BX1 en DAB+. BX1. Maxime, vous vouliez ajouter quelque chose? Mais c'est peut-être une touche un petit peu plus personnelle, on peut dire, sur comment est-ce que moi je me sentais en tant qu'enfant quand je rentrais dans la rue, que je rentrais de l'école. Mon grand-père venait me chercher à bicyclette et on rentrait dans sa maison qui était une maison en milieu d'îlot.
Et à l'époque, justement, il y avait beaucoup de ces maisons, toutes avec des styles assez particuliers. Il y a beaucoup de maisons, et on pourra en parler, qui ont des architectures qui ont été reconnues, qui sont pour certaines classées. Et on voit ces dernières années que beaucoup de ces maisons sont hélas détruites et changées avec des nouveaux appartements. Et il y a vraiment cette envie en fait dans le quartier de pouvoir trouver un juste équilibre entre ces nouvelles habitations et garder aussi le côté authentique de ce qu'était le quartier, c'est-à-dire des grandes maisons de campagne qui avaient tous des styles assez atypiques, on peut dire. Et vous trouvez qu'il y a trop de grands buildings pour le moment ? On trouve qu'il y en a assez. Moi, d'un point de vue personnel, je trouve que l'avenue Amoire, maintenant, il y a vraiment un juste équilibre entre les immeubles et les maisons, oui. C'est clair que Uccle est le paradis des promoteurs. Il ne faut pas expliquer pourquoi. Le quartier est magnifique, il est très vert, il est très recherché, il est très bien connecté via le train. On est à un quart d'heure à Schumann, et via le tram, en 25 minutes, on est à Gare Centrale ou au Parc Royal. Et donc, c'est clair que construire des immeubles à appartements là où il y avait une belle ou une moins belle villa, c'est extrêmement attractif, on va le dire comme ça. Et donc, c'est là où il faut, à nouveau, il y a des règles, à nouveau, il faut densifier la ville, mais on pense vraiment qu'il faut le faire de manière réfléchie et ne pas arriver comme des villes comme Tokyo qui ont moins de 2% d'espace vert qui reste dans la ville. Il y a des villes comme ça, Beyrouth, c'est la même chose. Il y a quelques villes comme ça où ils ont été tellement loin dans l'urbanisation, sans réfléchir à la biodiversité, à l'environnement, que maintenant, on se bat pour le moindre mètre carré d'herbe. Bon, on en est loin quand même. Quand on voit l'observatoire, ça reste un... Alors, on en est loin, mais oui et non. Quand Maxime parlait de l'avenue Amoire, l'avenue Amoire, il y a 20 ans, a été, il y a 15, 20 gros buildings, d'appartements qui s'intègrent encore. Hein. On n'est pas des tours de 30 étages, on est des trucs de 3-4 étages. Mais ça densifie la circulation, ça prend sur les surfaces vertes. Et donc... on en est loin, mais on pense que nous, il faut être attentif à chaque décision. Il faut bien réfléchir et voir, voilà, est-ce qu'on densifie ou est-ce qu'on étend la ville et comment on le fait pour garder ce bon équilibre. Et donc, vous avez du pouvoir par rapport à ça. On vous écoute. Alors, je pense qu'en fait, il y a aussi quelque chose de personnel à chaque personne qui marche dans les rues et quand on voit ces petites affiches rouges qui sont des notes de l'urbanisme pour montrer qu'il y a une demande urbanistique. Alors on s'interroge et on regarde si on pense que si on pense que c'est juste et si on pense que c'est pas juste, qu'ils vont abattre une superbe maison parce qu'ils veulent le construire. Alors on en parle avec le comité de quartier et on peut toujours, et ça c'est la responsabilité en fait de chaque résident de pouvoir prendre son droit de citoyen et de s'opposer s'il pense que ce n'est pas juste. Voilà. Et en plus, c'est mathématique. Donc il y a des règles qui ont été définies il y a 25 ans ou 30 ans, ce qu'on appelle des PPS, des plans particuliers d'application des sols. Et donc ces règles, si on rentre un dossier qui respecte complètement les règles en termes de hauteur de bâtiment, de gabarit, de densité du construit par rapport aux espaces verts, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est les dérogations. Et il y en a souvent. Il y en a énormément des dérogations. Et là, une dérogation... lors des commissions de concertation, on a bien sûr le droit d'aller les exprimer. C'est ce qu'on fait. Ça prend beaucoup de temps, mais on le fait. Et on a aussi le droit, en tant que comité de quartier ou n'importe quel citoyen, si le dossier est accepté, d'aller plus loin, d'aller au Conseil d'État. Mais là, la situation est directement déséquilibrée parce que soit la commune ou la région paye des avocats au Conseil d'État avec l'argent public, là où une association ou des citoyens vont payer de leur propre argent et on y réfléchit à 100 fois parce que c'est entre 10 000 euros et 30 000 euros. Wow. Donc voilà, c'est un peu le jeu dans lequel on se trouve. Donc est-ce qu'on nous écoute ? Oui et non. Est-ce qu'on est Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez une motivation que j'ai rarement vue pour un comité de quartier. Vous avez l'air d'être vraiment, vraiment impliqué, de passer énormément de temps. C'est vous qui l'avez amené, cette motivation. Elle existait déjà avant. Il y a une nouvelle et un nouveau souffle avec ce qui se passe actuellement.
Donc en C'est fait, rare. il n'y avait pas de comité de quartier à l'endroit là il y a 2 ans, ou 3-4 ans, quand je suis venu m'installer là-bas. Et la motivation, elle vient du fait qu'on adore notre quartier. Et qu'on adore notre quartier, qu'on a envie de le préserver. À nouveau, on se rend bien compte qu'il est privilégié, et que donc il y a plein de contraintes à optimiser. Et c'est de là que ça vient notre motivation, je pense. Maxime. Oui, et moi je rajouterais peut-être qu'il y a peut-être maintenant cette tendance avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Les gens vont peut-être prendre plus le temps de rester en fait dans leur quartier, d'apprendre à connaître leurs voisins avant de devoir partir chaque week-end à l'autre bout du monde. On voit qu'on va venir clairement, et je pense que la ville de Bruxelles est en train de mettre beaucoup de choses en place justement pour recréer des villages, recréer cette atmosphère où on peut tout trouver. La ville à 10 minutes. La ville à 10 minutes. Et donc c'est déjà ce qu'on est en train d'essayer de faire. Alors ça c'était le point urbanistique. Alors je sais que vous faites beaucoup pour l'environnement également et la protection des arbres. Alors, on fait énormément pour l'environnement et on se base aussi sur des statistiques qu'on a devant nous ici, mais qu'on va essayer de vous expliquer rapidement. Donc, il y a des statistiques qui circulent sur Open Permit, donc qui sont les bases de données officielles de tous les permis à Bruxelles, depuis le 1er janvier, avec un retour en arrière de 10 ans. Et on voit que Uccle est champion à Bruxelles, toutes communes confondues, du nombre de dossiers avec des permis d'abattage d'arbres qui sont demandés. Donc du nombre de dossiers, je ne parle pas du nombre d'abattage d'arbres. Donc il y en a en moyenne ces dernières années 250 dossiers par an, donc presque un par jour, qui demandent d'abattre des arbres, alors que la deuxième commune la plus active, c'est Woluwe, où là ils sont à 80 par an en moyenne, et Watermal à 60. Bon, maintenant, sans trop rentrer dans les détails non plus, hein, parce qu'on doit parler de beaucoup de choses. Donc je vous écoute. Hein, mais... Voilà. Et donc la disparition des arbres à Uccle est un fait avéré, et pour nous c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment se positionner, réfléchir à est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, de déplacer la nouvelle villa, de déplacer le nouvel immeuble appartement, parce qu'un vieil arbre ne sera jamais remplacé par un jeune arbre. Et surtout que je pensais que c'était quand même une commune qui tenait énormément à garder tous ces arbres, toute sa verdure, tous ces espaces verts, c'était important pour Uccle. Les chiffres ne confirment pas ce qui se dit, malheureusement. Mais il faut savoir que la commune a mis en place, évidemment, si quelqu'un veut abattre son arbre, il doit demander un permis. Oui. Et ce qu'on réalise, qui se passe souvent, c'est que des particuliers prennent la décision par eux-mêmes d'abattre des arbres parce qu'ils ont peut-être envie plus de lumière ou qu'ils estiment que l'arbre est malade. Ils ne connaissent pas la loi. Et qu'ils ne connaissent pas la loi. Et donc c'est toujours aussi quelque chose que nous on essaye de faire, et de sensibiliser les gens à pouvoir appeler le service de la commune pour voir si l'arbre est vraiment malade, s'ils ont le droit. Parce que sinon ils peuvent faire face à de grosses amendes, ce qu'on a aussi envie d'éviter, évidemment. Ah oui, donc qu'est-ce qui se passe si j'ai un arbre dans mon jardin, j'en veux plus, La police vient faire un constat, mais souvent l'abattage d'arbres se fait le dimanche matin, et quand la police arrive, il est déjà par terre. Et donc, les amendes ne sont pas du tout dissuasives. Quelqu'un qui met un immeuble à appartement et qui doit payer 3 000 à 4 000 euros pour abattre un arbre, on a vite compris que le calcul est vite fait. Donc, comme dit Maxime, c'est mieux d'être dans la sensibilisation. D'ailleurs, on va lancer une action avec le comité des comités de quartier d'ici un mois, où on va sensibiliser tous les Uclois à l'importance de l'arbre remarquable. On va inventoriser, donc on va faire une action d'inventaire des arbres à Uccle, et après on va essayer de préserver et de trouver toute une série d'actions autour de ça. Quel boulot de titan. Vous êtes combien à travailler là-dessus? Parce que franchement, je me dis, vous avez un boulot en dehors de ça, vous n'avez plus de temps pour rien faire. En fait, on fédère les comités de quartier. On essaye d'avoir dans chaque comité de quartier un noyau dur de 3-4 personnes qui sont extrêmement motivées, etc. Et puis, déléguer, c'est ce qu'il faut essayer de faire, sensibiliser, emporter avec nous, et puis informer et former d'autres personnes c'est ce qu'on essaye de faire. Jusqu'à 16h30, baladez-vous dans les quartiers de Bruxelles sur BX1. BX1. Maxime, on revient à vous, et vous vouliez rajouter quelque chose. Et oui, du coup, on parlait de l'environnement, et pour nous, l'environnement est automatiquement lié à la propreté. Et une des actions qu'on a mis en place récemment est de sensibiliser les riverains à avoir des poubelles rigides. Alors vous allez dire, pourquoi avoir des poubelles rigides ?
Tout simplement parce que nous avons nos amis les renards qui sont très le dire. présents. Bon, c'est un quartier que je connais bien aussi. C'est dingue que dès qu'on se balade le soir à Uccle, maintenant il y a des renards partout. Hein. Mais oui, c'est normal. On a empiété dans leurs espaces et donc maintenant ils viennent chercher à manger chez nous. Et c'est pas toujours de la bonne nourriture. Et donc on essaye de promouvoir que les gens mettent leurs sacs poubelles dans des poubelles rigides pour pouvoir éviter que les renards déchirent les sacs poubelles ou bien les corbeaux, parce que maintenant les corbeaux se sont joints aux renards pour manger. Et alors après, c'est des détritus qu'il y a partout dans la rue, et pour les gens qui marchent, c'est pas très très agréable. Et donc on a fait une campagne de sensibilisation où on a fait un achat groupé, une trentaine de poubelles, et les gens sont venus chercher leurs poubelles, et on a fait des petits stickers. Pour promouvoir la propreté, où il y a le petit QR code de notre comité de quartier. Donc c'est pour montrer, et l'idée était aussi de pouvoir peindre toutes les poubelles, d'avoir des poubelles de toutes les couleurs. Et donc vous avez le droit d'avoir des poubelles rigides, je veux dire, est-ce que c'est pas plus compliqué pour les personnes qui viennent ramasser les poubelles, ils sont OK avec ça? Il y a des lois qui sont très strictes de Bruxelles Environnement. Il y a donc un certain type de poubelles qu'on peut avoir, ce sont des poubelles de 80 litres, et il faut toujours que le couvercle soit enlevé, pour que ce soit vraiment très très facile pour que les personnes puissent le retirer. Ok, donc il y a des règles vraiment très très précises, mais c'est bien d'avoir fait ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'utile. En fait, c'est assez simple, c'est que à partir du moment où on a cette poubelle, on résout un problème. Absolument. Et c'est à vie, en fait. Et il est facile à résoudre. Et ce petit autocollant qu'on met sur la poubelle ou sur sa boîte aux lettres, ça montre, on s'engage pour le quartier. Oui. Et il est sympa, il y a un graphique qui a été mandaté. Et voilà, ça crée aussi un sentiment d'appartenance au quartier. Et voilà. On peut dire que lors de cet événement, qui a quand même réuni 40 personnes, on a fait venir 2 artistes qui ont peint les poubelles, et aussi de l'agence Worms de Bruxelles Environnement, qui est venu faire une conférence sur le compostage, parce qu'à partir du 1er mai, les poubelles oranges vont devenir obligatoires à Bruxelles, dans tout Bruxelles, et donc au lieu de mettre les détritus alimentaires dans les poubelles oranges, pourquoi pas les mettre dans des composts et pouvoir réutiliser ça pour les potagers, par exemple. Je sais que la propreté est une des choses qui est importante pour vous dans le cadre de vos actions avec le comité de quartier. Il y avait d'autres choses ? Oui, il y a aussi un projet qui est vraiment en train de se réaliser, dont on a planté les graines l'année dernière. C'est un potager collectif, donc à Avenue Latérale, et c'est une histoire aussi qui me touche personnellement, parce que la personne qui m'a mis les mains dans la terre pour la première fois, c'était ma grand-mère. Et elle avait un potager qui se trouvait à côté de la ligne du chemin de fer de l'Avenue Latérale. Et il y a 1 an, j'ai vu que la SNCB remettait ses parcelles en location. Et donc j'ai sauté sur l'occasion en me disant « Ok, je vais honorer ma grand-mère ». Et maintenant, on crée un potager collectif qui a pour but non seulement de permettre aux habitants de cultiver eux-mêmes des fruits et légumes bio, d'avoir une ambiance conviviale, mais aussi de permettre des activités entre différentes générations, donc des jeunes, des écoles, avec des seniors, parce qu'on a aussi beaucoup de seniors qui vivent dans le quartier, pour pouvoir vivre des expériences comme ça. Et là, on travaille aussi main dans la main avec la commune, qui a aussi loué quelques parcelles qui se trouvent à côté, et peut-être Maxime, l'échevine de l'environnement, etc., va peut-être avoir des synergies pour travailler main dans la main, et voilà, c'est des relations idéales. Oui, je pense que là, on peut dire qu'en fait, on est quand même en contact avec de nombreux échevins, et que notre position est de pouvoir les aider, en fait, et de faire un lien avec nous, l'approche qu'on a avec les résidents du quartier, et de travailler main dans la main. C'est exactement ça, parce que les habitants du quartier, c'est eux qui ont le nez dans le quartier, ils sortent de chez eux, ils voient les voitures, ils voient leurs arbres, leur environnement, et donc on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un des ADN de ce qu'on fait, c'est faire en sorte que, est-ce que les personnes qui connaissent le mieux le quartier peuvent donner leur avis aux échevins de l'environnement, de l'urbanisme, c'est ce que vous faites, et ça a l'air de fonctionner. C'est ce qu'on fait. Voilà. Et au niveau de... je sais que vous êtes très actif au niveau de la mobilité aussi. Oui, alors au niveau de la mobilité, donc en fait le quartier se caractérise aussi par 3 écoles. L'école Amet, l'école de Crolly et l'école européenne, qui se trouve une entrée chaussée de Waterloo, une autre au niveau de l'Observatoire. Donc on parle chaque fois de quoi? D'écoles secondaires? Primaire et de secondaire. Crolly, c'est primaire.
Donc Ahmed, c'est seulement primaire, et les deux autres, c'est primaire et secondaire. Et donc, qui dit école, dit énormément d'élèves, et qui dit énormément d'élèves, dit beaucoup de trafic le matin, le soir, des vélos, des piétons, des voitures. Des cargos. Et des vélos cargos, mais aussi des cars. Et donc, il faut s'imaginer ce quartier de l'Observatoire qui a été créé, on en reparlera tantôt, mais il y a plus d'un siècle. On voit énormément de cars défiler, 50, 60 cars tous les jours dans nos petites rues. Et on est très sensible à ça. Donc, on a fait venir des responsables de la voirie de la commune un matin, à 8h du matin. Il faisait froid, c'était en hiver. On était 5 ou 6 et on a fait toute l'avenue à Moire. Elle est longue, l'avenue à Moire. Elle fait bien 1 kilomètre. Et on a observé tous les manquements, tout le potentiel d'amélioration, que ce soit en termes de trottoirs, en termes d'arbres, en termes de sécurité avec ces cars qui rencontrent des vélos. Les cars, ils restent pas plutôt chaussée de Waterloo, par exemple, quand ils vont ils viennent vers l'école chaussée de Waterloo, européenne. ils débarquent les enfants à l'école européenne, et puis pour couper, pour rentrer chez eux, ils coupent par le quartier plutôt que d'aller prendre les grands axes un peu plus loin. Et donc ces cars sont vides quand ils passent, et on sensibilise la commune. On pense qu'il va y avoir un jour un accident. Non seulement ça, mais en plus, c'est très pratico-pratique. Ils arrachent toutes les branches d'arbres, et c'est très étonnant. Il y a des rues comme l'avenue Lancaster où les arbres ne poussent que d'un côté. Donc les branches ne poussent que d'un côté. Et donc ce sont des choses sur lesquelles, voilà, la mobilité, c'est une des choses sur lesquelles on veut sensibiliser, mais aussi les trottoirs. Il y a des personnes PMR, il y a des parents avec des jeunes enfants. Les trottoirs ne sont pas toujours au bon état, et donc on veut aussi sensibiliser pour avoir un cheminement au moins décent, au moins d'un des deux côtés de la rue. Et c'est pas vraiment le cas pour le moment. Dans certaines avenues, c'est pas le cas. Ça c'est la partie mobilité. Je crois qu'il n'y avait rien à rajouter par rapport à ça. Non, je crois qu'on a... Alors, vous me parlez de sécurité, c'est amusant, parce que c'est pas vraiment le genre de quartier dans lequel on imagine qu'il y a des gros problèmes de sécurité. Alors, en fait, c'est un quartier qui attire, puisque c'est quand même un quartier relativement aisé, que ce soit de l'avenue latérale jusqu'au sommet de l'Observatoire. C'est un quartier aisé, pas relativement. C'est un quartier aisé, et donc ça attire évidemment les convoitises. Et il y a énormément de vols dans le quartier. Ah oui. Et donc, énormément... Beaucoup de cambriolage ? Cambriolage, on force les portes au pied de biche, on rentre le soir, même quand les gens sont en train de manger au rez-de-chaussée, on rentre par l'étage et on fait les étages, parce que de plus en plus souvent, on observe ça depuis un peu moins d'1 an, les vols se font par les étages. Et donc, ce qu'on fait, on était encore avec le bourgmestre la semaine passée, et il y a 2-3 semaines, on va mettre en place ce qu'on appelle un PLP, donc un plan local de prévention, qui est en fait une association entre les habitants et la commune et la police, non seulement pour faire de la prévention, mais aussi pour partager ce qui se passe, avec des panneaux à l'entrée du quartier. C'est quelque chose de légal, c'est dans la loi belge. Il y a plein de quartiers en Belgique qui font ça, on sera le 3e à Uccle à le faire, et pour sensibiliser, informer, et... Voilà, et donc pour essayer aussi d'assurer un peu plus de sécurité dans le quartier. C'est un quartier qui est quand même très, très convivial. Je sais que c'est une des choses qui est importante pour vous. Alors, tout à fait. Donc, c'est aussi un quartier où il y a beaucoup de personnes âgées, comme Maxime le disait tout à l'heure. Et qui dit personnes âgées, il dit aussi difficulté de se déplacer, difficulté médicale. Et donc, on observe, moi, je connais au moins 3 groupes WhatsApp dans notre quartier étendu, avec 30, 40, 50 participants. Et les gens s'entraident. Et apprennent à se connaître. Et voilà, on ne peut qu'encourager ce type d'initiative, c'est très enrichissant. Et vous y contribuez. Vous faites des choses par rapport à ça. On y contribue grandement. Oui. 15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Et là, on va aborder un des moments que j'attendais. Évidemment, on parle du quartier de l'Observatoire. On va parler de l'Observatoire. Je veux tout savoir sur cet Observatoire. Et je sais que vous vous êtes bien préparé par rapport à ça. Alors, depuis quand ça existe? Qui a voulu que cet Observatoire existe? Quelle est son importance en Belgique, dans le monde? Alors, l'Observatoire d'Uccle, c'est clair que c'est
l'élément fondateur du quartier qui a une énorme influence, etc. Alors cet observatoire, son histoire est super intéressante parce qu'il a été créé dans les années 1820 par Adolphe Quetelet et il s'est installé à Schaerbeek, là, qui d'ailleurs maintenant s'appelle Place Quetelet, la rue des Astronomes. Mais au moment où l'urbanisation à Schaerbeek était encore faible et quand il a commencé à avoir plus de rues, donc plus de gens, la température a augmenté, mais vraiment, hein, donc la température, et donc elle avait une influence sur les mesures, le bruit, la lumière a augmenté, et ils se sont dit dans les années 1870-1880, il faut qu'on trouve un endroit sympa, pas trop loin ailleurs. Et donc ils ont regardé vers le sud. Et là, ils ont vu qu'il y avait une petite colline à Uccle qui s'appelait le vallon de Saint-Job, qui était en fait la colline de l'Observatoire, qui descend donc de l'Observatoire vers Saint-Job, et qui était, comme on l'expliquait tout à l'heure, l'endroit privilégié de seconde résidence de riches notables de l'époque, qui était complètement dans la campagne. Et ils se sont dit, on va racheter un terrain sous l'Observatoire. Alors pourquoi l'Observatoire? Parce que d'abord, on est à 100 mètres d'altitude, donc comme à l'altitude 100, qui n'est pas encore l'altitude la plus élevée à Bruxelles, qui est assez méconnue, mais qui se trouve à 148 mètres au niveau de la forêt de Soignes, donc qui est très élevé, qui est une surface plane, qui était calme et qui est toujours calme, qui est à l'abri de la lumière, etc. Et donc à ce moment-là, si vous vous souvenez ce qu'on a dit au début de la réunion, la plupart de ces terrains appartenaient à des privés, donc au prince de Ligne qui était en fait donc l'héritier de la famille Van der Noot du château Carlo. Et donc ils ont revendu 12 hectares, donc 12 hectares. Et c'est très drôle parce qu'on a à un moment donné eu accès aux archives de la commune et qui disait que la commune en fait écrivait que c'était un endroit où il y avait depuis des temps immémoriaux, c'était un endroit où on voulait mettre les déchets, que ce soit des déchets agricoles, etc. Donc en gros, c'était pratiquement un parc à ordures, du moins à l'époque, il y a un siècle. Et donc ils ont pris ces 12 hectares, ils ont coupé toutes les routes qui y arrivaient, etc. Et ils ont construit en une dizaine d'années l'observatoire d'Uccle. Alors, il faut savoir que la personne qui a créé l'observatoire royal de Belgique en 1820, c'est Adolphe Quetelet. Et si vous allez sur Google et vous voyez Adolphe Quetelet, ce sont des gens extraordinaires, des génies belges pratiquement méconnus. Non seulement c'était un grand maître en statistique au niveau mondial, mais c'est aussi lui qui a inventé le concept de méridienne qui permettait dans les églises de voir, grâce à un espèce de cadran solaire, enfin j'ai pas le temps de développer, mais quelle était l'heure pour que les trains puissent arriver à l'heure. Et en plus, c'était un observateur des étoiles convaincu, etc. Mais bon, qui a décidé déjà de faire... Donc, voilà, qui a décidé Adolphe que cet Quetelet, observatoire... et Houzeau, d'ailleurs, qui est l'avenue Houzeau aussi à Uccle, ont décidé en 1850, pour toutes les raisons que j'ai expliquées, qu'il fallait déménager. Et donc ils ont construit, ils ont pris une dizaine d'années, et ils sont venus s'installer en plein milieu de l'observatoire, et ils ont fait un endroit circulaire, d'où, si vous voyez, c'est la seule rue circulaire de Belgique. Quand on prend Google Maps, on voit que cet observatoire rentre dans un rond parfait de 12 hectares, et ils ont pu y mettre toute une série d'instruments dont il n'y avait plus la place à Schaerbeek, et qui a permis à l'observatoire, et qui permet toujours d'être à la pointe de la technique, que ce soit en astronomie, en météorologie, en sismologie, et alors il m'en manque un, l'observation des étoiles, etc. Oui, et donc c'est un observatoire qui a bon, c'est celui dont on parle le plus en Belgique. Quand on donne les prévisions météo, on dit toujours tiens, à Uccle il fait autant, etc. C'est l'observatoire le plus important de Belgique. Donc, à ma connaissance, je ne sais même pas s'il y en a d'autres en Belgique, je ne pense pas, mais il y a 500 personnes qui travaillent là tous les jours. C'est inouï, on se rend pas compte. C'est énorme, on se rend pas compte, on les voit pas. Vous dites qu'il est à la pointe, donc il est à la pointe. Alors, par exemple, qu'ils font des portes ouvertes une fois par an, c'est passionnant parce que tous les scientifiques sont là et expliquent dans beaucoup de sessions ce qu'ils font. Par exemple, dans les années 1900-1910, ils étaient précurseurs pour l'identification des étoiles, savoir quelle était leur position, quelle était leur brillance, etc. Et pendant 20-30 ans, c'était l'inventaire qui était le plus précis pour donner la position des étoiles. Encore récemment, maintenant, ils observent les taches du Soleil. Très important, les taches solaires, parce que ça a des impacts sur l'électromagnétisme, ça a des impacts donc sur les avions, sur les communications, etc. Uccle est à la pointe au niveau mondial de l'analyse des taches solaires, etc. Donc c'est un des observatoires les plus performants au niveau mondial.
Alors, je ne travaille pas à l'observatoire, mais selon ce que j'en lis, selon que je vois le dynamisme et les lectures qu'on a, je crois qu'il se débrouille très très bien dans tous ces domaines. Et c'est vraiment, c'est passionnant à comprendre. En tout cas, de l'extérieur, on ne voit pas grand-chose, mais quand on est dans l'avenue circulaire, on ne voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose. On voit par exemple la maison du directeur, qui se trouve à l'entrée, parce qu'à l'époque, il se disait, c'était la campagne, il ne faut pas oublier, il disait, mais on va quand même pas demander à notre directeur de faire l'aller-retour entre Scarbeck et l'observatoire tous les jours. Donc il y a cette maison du directeur qui a été plantée là. Et au début d'ailleurs, les employés de l'observatoire travaillaient sur place et revenaient le week-end chez eux ou je ne sais pas, etc. Donc il y a une dizaine de bâtiments qui sont étalés dans toute la zone. Ces bâtiments sont magnifiques. Enfin, il faut aller voir. On peut les visiter. On peut les visiter au moins une fois par an quand il y a une porte ouverte. On peut y aller. Je vous conseille vraiment d'être attentif, de se lier à leur site Facebook et de ne pas rater ces opportunités-là. Et alors, tous les jours à midi, si vous êtes dans l'endroit de l'observatoire, vous allez voir une sonde. Donc, c'est un espèce de gros ballon qui fait 3-4 mètres de diamètre, rond, qui monte et qui prend en fait avec lui tous des systèmes de météorologie. Ouais. Et qui va mesurer tous les jours la pression, les précipitations, etc. Et puis, ce ballon, les vents dominants vont vers le nord-est. Ce ballon retombe toujours aux environs, je ne sais pas où, là, dans la campagne, avant Anvers. Et donc, on va le récupérer. Il y a un GPS, il y a des gens qui vont les récupérer. C'est fou. Il les ramène sur place et ces données sont analysées, probablement à distance aussi, et c'est ça qui vous donne la température à Uccle, les vents à Uccle, etc. Et donc vous le voyez, donc si vous êtes attentif à midi, vous voyez ce ballon. Et la fonction principale de cet observatoire, c'est la météo, c'est l'observation des étoiles. Donc c'est météorologie, astronomie, sismologie, donc tout ce qui est... Il n'y a pas vraiment beaucoup de tremblements de terre en Belgique. Alors, on est étonné. Parce que quand on va voir les statistiques, quand un train passe, vous vous souvenez, il y a la ligne train 26, eh bien, le quartier de l'Observatoire tremble un petit peu. Et parfois, dans mon bureau, puisque mes bureaux sont chez moi, la maison tremble. Et puis, j'ai une fois contacté l'Observatoire qui m'a donné les statistiques, et on voit, en allant sur séismologie.be, on voit exactement toutes les ondes gravitationnelles qui font. Donc, voilà, c'est très, très intéressant, c'est passionnant. Et alors, ce qui est vraiment génial, parce que vous êtes venu avec de la documentation en plus, c'est que on voit qu'il y a des planches de Tintin qui sont liées à l'observatoire. Alors, on parle de cet observatoire-là, sachant qu'Hergé habitait dans le quartier. Hergé habitait au Dieweck, donc en fait le Dieweck a été coupé en deux quand l'observatoire est venu s'installer en 1890. Il habitait un peu plus loin, évidemment, un peu plus tard. Et donc dans l'étoile Tintin et l'étoile mystérieuse, pour ceux qui se souviennent, donc il y a une drôle d'étoile là, qui brille dans le ciel. Tintin est régulièrement avec les scientifiques de l'observatoire et on voit dans Tintin la petite casemate avec le télescope, et ce télescope correspond exactement au télescope qui était en place. Donc c'est des petits clins d'yeux sympas. Et alors le roi Baudouin adorait venir à l'observatoire et pour observer les étoiles. Il paraît que c'était un grand amateur d'astronomie. Et donc il y a la statue du roi Baudouin qui marche vers l'observatoire sur ce rond-point, les mains très concentrées en regardant le sol. Très belle statue du roi Baudouin. Intéressant. Autre anecdote par rapport à l'observatoire ? Alors, oui, ce qui est important, c'est que la plupart des rues autour de l'observatoire ont été nommées à cause de l'observatoire. Avenue de Mercure. Donc, il y a des rues de planètes autour de chez nous. Il y a des rues de concept avenue Copernic. Donc, avenue Copernic, avenue... Copernic, c'est lui qui a remis le Soleil au centre de l'univers, enfin pas de l'univers, de notre galaxie, même pas de la Voie lactée, enfin soit. Et donc pratiquement toutes les rues environnantes, c'est soit des rues de grands astronomes, soit des rues de planètes, soit des rues d'un ancien directeur de là-bas, avenue Houzeau, avenue Lancaster, avenue François Flory. Donc en fait, si vous voulez avoir le nom d'une rue, si vous voulez avoir votre nom sur une rue, essayez d'être directeur à l'observatoire et d'ici quelques années, vous aurez probablement votre rue dans le quartier. Et alors, on voit ici des planches de Tintin. Donc, Hergé a eu l'occasion d'aller visiter l'observatoire pour pouvoir s'en inspirer, avoir la documentation. Est-ce que ça reflète vraiment la réalité de l'intérieur ? On voit la petite casemate où ils observent les étoiles. C'est exactement la même qu'aujourd'hui. On voit aussi une célèbre galerie, parce que tous ces bâtiments de l'observatoire sont reliés par des galeries. C'était assez intelligent pour l'époque. Et on voit en fait dans ces dessins qu'il devait très bien connaître l'endroit. Alors je ne sais pas s'il s'intéressait aux étoiles, mais il aurait pu.
Que c'était en tout cas le chapitre lié à l'observatoire, qu'on comprenne vraiment de quoi on parle quand on parle de ce quartier, et surtout de l'importance que cet observatoire revêt au milieu de ce quartier, en étant finalement au point culminant du quartier également. Tout à fait. Alors, à côté de ça, on a un petit peu parlé des transports en commun, mais je pense que c'est un quartier qui est particulièrement bien desservi, même s'il n'y a pas de métro. On parle toujours qu'il n'y a pas de métro à Uccle, mais je crois que pour le reste, vous pouvez me le dire, au niveau des trams, des bus, il y a ce qu'il faut. Donc, oui. donc en fait, il y a la ligne de train qui est la ligne 26 là, qui va du quartier européen même plus loin, et de l'autre côté, il va jusqu'à Halle. En fait, c'est méconnu parce que il y a des trains tous les quarts d'heure, et on se rend pas compte qu'on est rue des Tongres en 10 minutes, rue de Mérode ou 10 minutes, allez, un quart d'heure. Il y a le tram 92 là qui traverse, qui commence un peu plus loin à la Fort-Jacot et qui va jusque Scarbeck, mais en s'arrêtant en place Royale, et donc tout près de la gare centrale. Il y a les bus 60, donc en fait on est très bien connecté. Je crois qu'on doit vraiment pas se plaindre, mais c'est surtout méconnu. Bon voilà, on sait que les Uclois sont fort attachés à leur voiture, mais il y a certainement des très belles alternatives dans le quartier. Et on peut peut-être aussi mentionner que le train passe en dessous de la forêt de Soignes. Du bois de la Cambre, oui. Du bois de la Cambre, et d'une partie de la forêt de Soignes, ce qui est quand même assez étrange. Quand on est dans la forêt de Soignes, on ne s'imagine pas que le train passe en dessous. Ah non, là je pense que vous apprenez quelque chose à la plupart des gens qui nous écoutent. Mais d'ailleurs, on parle de la forêt de Soignes qui est juste à côté. C'est vrai que c'est un quartier qui est tout proche de la nature. Oui, donc on est 10-15 minutes à pied du bois de la Cambre. Alors oui et non, parce qu'il y a quand même des études qui montrent que les personnes habitant avenue Latérale sont à Bruxelles les personnes qui sont, je ne connais pas les statistiques, mais les plus éloignées d'un espace vert. Le parc de Wolvendal est quand même... Oui, tout à fait. Donc le parc de Wolvendal est à peut-être 1 kilomètre. Et d'où l'importance de ces potagers, de ces projets de potagers, etc. Donc il ne faut pas croire non plus qu'il y a des parcs partout, en tout cas accessibles au public. Et donc, mais bon, on se plaint pas. C'est quand même tout proche du bois de la Cambre. C'est tout proche du bois de la Cambre. Dès qu'on passe chez Waterloo. Voilà, dès qu'on traverse, on est dans le bois de la Cambre, un peu plus loin. Et comme maintenant, il y a plus de véhicules, mais c'est évidemment très agréable de s'y promener. Alors je crois que c'est un quartier qui est pas mal desservi au niveau de tout ce qui est crèche, maison de repos, hôpitaux. Je pense qu'il y a ce qu'il faut par rapport à ça. Oui, il y a la crèche très connue de Youplaboum, qui était une crèche un petit peu alternative, pas seulement par son nom, mais par de tout ce qu'ils enseignaient aux petits-enfants. Et en fait, je pense que tout ça a commencé avec l'école de Crolly, qui était implémentée déjà dans le quartier. Ensuite, Madame Ahmed a créé l'école Ahmed, et Madame Ahmed était elle-même une élève de Monsieur de Crolly. Donc c'est un quartier où les écoles et l'éducation alternative c'était un petit peu les précurseurs, on peut dire, dans ce quartier, de cette éducation alternative. 15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Quel est le type de gens qui habitent dans ce quartier? Est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à ça? Alors je pense qu'on peut dire que si à l'époque ce quartier était un quartier qui était principalement la majorité des gens qui y habitaient, c'était des personnes, on peut dire des personnes âgées. Maintenant, ces dernières années, on voit de plus en plus de jeunes familles qui viennent habiter le quartier. Notamment, moi, j'ai repris la maison qui appartenait à mes grands-parents, mais aussi dans d'autres endroits, on voit... donc, on peut trouver vraiment une mixité, en fait, entre des jeunes couples avec des enfants, des personnes un petit peu plus âgées, des jeunes... ça doit être quasiment impossible d'acheter quelque chose dans le quartier, non? C'est un quartier qui est quand même le quartier les plus chers. L'immobilier est très cher. Il y a beaucoup d'expats. Dans un quartier dans lequel il y a beaucoup d'étrangers. Oui, c'est vrai qu'on est près de l'école européenne. Chez moi, pratiquement tous mes voisins sont français, allemands ou fonctionnaires européens. C'est vrai, des quartiers d'ambassade aussi. Dans l'avenue Lancaster, il y a l'ambassade d'Ukraine, qui d'ailleurs, petite anecdote, s'est installée dans l'ancien bâtiment de la RTT, où la première émission radio en Europe a eu lieu. Donc il n'y a plus personne qui sait ça, mais avenue Lancaster, la première émission radio européenne a été lancée de cette maison-là. Et donc, c'est vrai, c'est un quartier qui reste aisé et pas toujours accessible pour tout qui aimerait s'installer. Est-ce que c'est un quartier où il y a quand même est-ce qu'il y a une vie de quartier? Est-ce qu'il y a des choses qui s'organisent? Est-ce qu'il y a des braderies, des brocantes?
fête de voisinage. Je peux dire que malgré ce stéréotype peut-être un petit peu aisé qu'on peut mettre, que les gens ont leur grosse voiture, qu'ils ouvrent leur grille, qu'ils rentrent et qu'ils parlent à personne, c'est peut-être ça qu'on essaye de démanteler et de se dire que en fait on essaye de recréer des moments de vivre ensemble. On l'a déjà fait l'année dernière durant l'été, où on avait organisé dans un jardin la première réunion du comité de quartier, où on avait proposé à tous les participants avec des post-it de marquer un petit peu leurs idées, que ce soit pour l'urbanisme, la mobilité, et ça avait vraiment bien fonctionné. Et voilà, maintenant avec le soleil qui est revenu, on a ces intentions d'organiser de plus en plus, que ce soit pour des clubs de lecture peut-être, ou bien il y a la fête de la musique qui arrive bientôt, je pense. Donc la fête de la musique, en fait... on s'est dit, il y a plein de musiciens dans le quartier. Il y a une personne, elle se reconnaîtra, qui est à la chapelle Reine-Elisabeth, et dont son professeur est José Van Damme, bien connu, chanteur d'opéra. Mais en face de chez nous, il y a quelqu'un qui est dans un groupe de rock'n'roll. Il y a des gens il y a quelqu'un qui fait des musiques de films. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire, la fête de la musique, c'est le vendredi 24 juin, ou 24 juin si je me trompe pas. On essaye maintenant, on a les musiciens, ils sont prêts à venir s'installer quelque part, et on va faire un événement dans le quartier. Maintenant, on cherche, et il y en a quelques-uns, un grand jardin. L'Observatoire ne désire malheureusement pas nous ouvrir cette porte ce jour-là, c'est triste. Mais ce genre d'événement, on va certainement le faire le 24 juin. Et alors, ce qui est aussi, mais bon, ça ne se voit pas, mais l'entrée dans ce quartier-là, même si il y a beaucoup de maisons 4 façades, enfin, ça dépend. Au plus on monte vers l'Observatoire, au plus il y a des maisons 4 façades, mais les gens sont quand même fort demandeurs de parler entre eux, de se rencontrer. Chaque fois qu'on organise un événement, les propretés, il y a 15 jours, les gens disent, mais c'est quand même génial, on connaît pas bien nos voisins, merci d'organiser ça. Et ça nous fait chaud au cœur. Et en plus, on améliore différents aspects du quartier. Donc, Est-ce que c'est un quartier qui est bien desservi au niveau des commerces? Est-ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont trop présentes? Alors, en fait, les commerces, donc dans le quartier, il faut sortir un peu du quartier, mais on y va à pied. Donc, on descend place Saint-Job, qui est d'ailleurs la seule place considérée comme une place publique à Uccle. Donc, il n'y a pas d'autre place à Uccle que la place Saint-Job, qui va d'ailleurs être peut-être rénovée là, dans les années qui viennent. Donc, en fait, on a tout ce qu'il faut place Saint-Job. On a Deleuze, on ne peut pas citer de marque, mais on a plusieurs magasins de grande distribution. On a des magasins bio, on a des chocolatiers, on a les coiffeurs, on a plein de restaurants. C'est vrai, donc, quand vous descendez avenue de Frey, vous avez d'autres grands magasins. Et de l'autre côté, quand on va à avenue de Frey, c'est la même chose, des supermarchés. Donc, d'un point de vue magasin, on est très très bien desservi. Et d'un point de vue restaurant, c'est pas dans notre quartier, mais à nouveau, on peut aller à pied sans problème dans des restaurants. Alors, une autre anecdote, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de restaurant dans notre quartier? Parce que quand le prince de Ligne, si vous vous souvenez, a revendu ses terrains et a creusé les routes, enfin, a percé les routes, l'avenue Lancaster et l'avenue Amois, et quand ils ont revendu les terres, soit à la commune, soit à des particuliers, ils ont fait un acte qu'on n'a pas retrouvé, mais les personnes âgées du quartier nous en parlent, qui interdit à la commune ou à quelqu'un qui s'installait de mettre un restaurant ou un théâtre. Alors, je ne sais pas ce qu'il avait en tête, mais il voulait garder le calme du quartier. Et il paraît que ce sont dans les accords. C'est vrai que dans le quartier à proprement parler, je ne pense pas qu'il y a d'espaces commerciaux. Il n'y a pas d'espace commerciaux. C'est totalement résidentiel. Tout à fait. Totalement Quand on voit vraiment le centre du quartier. Voilà. Maintenant, vous me parlez des restos. On est quand même aussi juste en périphérie du quartier. Il y a quand même pas mal de restos et des chouettes trucs. Il y a plein de restos de tous les styles, de tous les budgets. C'est quoi votre resto préféré? Allez, donnez-moi vos favoris. Chacun un resto que vous aimez beaucoup dans le quartier. Pour moi, c'est le Refuge. Le Refuge, ok. Qui se trouve sur la place Saint-Job, oui. Ouais. Donc le Refuge est un café, restaurant, plutôt tapas, etc. Mais qui existe depuis 2-3 ans, qui est un magnet vraiment pour le quartier. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est là où quand on veut discuter avec un échevin, pour ne pas soit de se retrouver chez nous, soit de se retrouver à la maison communale, on fera un petit déjeuner à 8h du matin avant de commencer nos journées bien remplies au Refuge. Et pour moi, un des restaurants préférés, il y en a tellement, mais le Relais Saint-Job, c'est une institution. C'est sur la place Saint-Job. C'est une brasserie. Quand on rentre de nos réunions de comité de quartier à minuit, on va encore s'attabler là-bas. Mais c'est ça, il y a moyen de manger assez tard, je crois,
pendant ce Il y a moyen de resto, manger assez tard. Bon, minuit et demi, jeudi passé, là, à minuit et demi, ils ont dit gentiment, écoutez, vous ne pouvez plus commander un petit verre de rosé, une bière, maintenant il est temps d'y aller. Donc c'est... Voilà. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être amélioré actuellement dans le quartier? Alors, déjà, on parle beaucoup de good move, mais on n'en parle pas à Uccle. Mais n'empêche, il y a d'un point de vue mobilité, il y a certainement des choses à améliorer d'un point de vue sécurité. Quand on parlait de ces cars qui traversent, à vos souhaits, quand on parlait de ces cars qui traversent régulièrement le quartier à vide, et on ne parle pas de 5 ou de 10 cars, on parle de 30, 40, 50 cars, ça ne va pas. Les arbres sont arrachés, il y a un danger pour les cyclistes, il y a un danger pour les piétons, les accotements sont abîmés, et donc il y aurait peut-être moyen de faire d'une partie du quartier un quartier, quel est le terme utilisé politiquement, apaisé, ou un peu plus apaisé. Il est déjà, on va pas se plaindre. Ça c'est certainement un axe. Et l'autre axe, c'est replanter tous ces arbres abattus. On se bat aussi pour une zone de protection d'arbres qui a pratiquement disparu. Donc légalement, il doit y avoir des arbres sur 500, 600 mètres carrés. La moitié a disparu. On est en contact avec la commune, mais c'est extrêmement lent d'exiger un opérateur télécom qui a un bâtiment là-bas, il a coupé ses arbres pour en faire un parking de 15 places. Eh ben, on a réussi à acter la commune que ce parking doit être remplacé par une zone de protection d'arbres. Il faut replanter 30 ou 40 arbres. Mais c'est hyper lent. Il faut toujours réinsister. Et donc, c'est toujours essayer de trouver ce meilleur équilibre entre urbanisation et espace vert. À part ça, alors je sais que ça vous les aviez préparés et j'ai envie de les entendre parce que c'est ce qui donne du sel à l'émission. Je crois que vous avez quelques anecdotes également. Une des anecdotes qu'on peut mentionner est que c'est ma grande tante qui me l'a raconté déjà il y a quelques jours, que Goebbels, qui était le bras droit d'Hitler, a séjourné dans l'école Ahmed à la période de l'occupation. Voilà l'anecdote, je sais pas. Mais tu disais aussi que quand les enfants passaient devant l'école Ahmed pendant la guerre, ils avaient peur des chiens, ils regardaient le sol, ils accéléraient le pas. Il faut s'imaginer que, avec c'est pas un top souvenir. Toute cette période d'ombre, les enfants qui n'étaient pas des enfants d'origine juive, quand même marchaient devant cette école et avaient cette... ça, j'imagine, Goebbels, on parle des monstres. De baisser les yeux. Mais donc voilà. Alors, on a parlé du roi Baudouin, mais on peut parler aussi du prince Laurent. Alors, je n'étais pas dans le quartier, mais le prince Laurent avait sa fondation dans ce bâtiment qui maintenant appartient à une grosse société de télécom belge, et avait une maison juste derrière, une très belle maison à l'intérieur d'îlot. Et de nouveau, les vieilles personnes du quartier nous disent qu'il organisait des fêtes où tout le monde partageait la musique dans le quartier parce que, comme on est en pente, l'acoustique, il y a beaucoup de réverbération. Et donc, voilà, je ne sais pas si on aurait été invité, mais c'est sympa. On savait quand il faisait une fête chez lui, quoi. On savait quand il faisait une fête chez lui. Et alors, c'est aussi probablement deux choses. C'est probablement la seule commune où il y a une grotte. Il y a une grotte dans un jardin, ce fameux jardin de la maison, une villa qui a été construite par Horta. Mais cette grotte, elle est artificielle. Mais elle existe toujours. On la voit de la rue Copernic. En étant attentif, les gens ne le savent plus. Mais cette grotte a été construite. Et c'est aussi probablement la commune où il y a l'arbre le plus vieux de toute la région bruxelloise. Donc on parle de la commune ou on parle du quartier maintenant? On est juste à la limite du quartier. On est 100 mètres plus loin. Mais il y a un arbre qui a 1000 ans. 1000 ans, mais c'est quel type d'arbre? De nouveau, il y a un petit mais. C'est un olivier, mais c'est le fleuriste local qui sort tous les matins un énorme bac de 500-600 kilos avec un olivier le long de la chaussée de Waterloo, donc vraiment à 50 mètres de notre quartier. Et cet arbre, les gens passent à côté, mais cet arbre aurait 1000 ans, ce qui en fait plus que probablement l'arbre le plus ancien de toute la région bruxelloise. C'est la vérité ou c'est une légende? Il faut aller faire un test carbone 14. Mon quartier sur BX1. Alors, des points qu'on n'a pas encore abordés aujourd'hui, c'est la partie architecture. C'est quand même un quartier assez particulier par rapport à ça.
Tout à fait. Et c'est un quartier très intéressant parce qu'à nouveau, vers les années 1880, 1890, c'est à ce moment-là qu'il y avait ces secondes fameuses résidences. C'est à ce moment-là qu'il y a plusieurs châteaux qui ont été construits au niveau de l'Observatoire. Donc il y a le château de Bécaud, il y a le château de Chéridreux qui a disparu, qui a été remplacé par des barres d'appartements dans les années 70. Il y a l'école Ahmed. Et en fait, à ce moment-là, quand on construisait, on voulait s'inspirer, il n'y a pas qu'à Uccle, mais du style plutôt ancien, gothique, etc. Donc il y a des architectures assez spéciales. Par après, il y a des maisons de style cottage, qui est aussi un style architectural connu. Il y a toute une série de maisons dans ce cadre-là. Et puis alors, l'art nouveau et l'art déco est arrivé. Et là, il y en a des dizaines de maisons classées, remarquables, d'art nouveau, d'art déco, de Horta, dont on a déjà parlé. Et il y a même une maison d'un mouvement qui se trouve juste en face de l'Observatoire. Quand on sort de l'Observatoire, vraiment en face de vous, il y a une maison de style Spirou. Le style Spirou, Spirou et Fantasio, donc c'est coloré, il y a des courbes, c'est l'architecte Lipschitz qui a fait ça. Et donc en fait, si on prend le temps de déambuler à Uccle le soir, en journée, et qu'on recherche un petit peu sur Internet, c'est vraiment passionnant de voir tous ces mouvements architecturaux qui ont été réfléchis. En plus, ce qui est assez génial, c'est que vous communiquez super bien. Vous avez votre lettre aux habitants, c'est à combien? 10 000 exemplaires? Alors, donc, la lettre aux habitants, c'est avec le comité des comités de quartier, dont je fais partie en tant qu'administrateur. Et donc, chaque comité de quartier, et on est fort actif, je l'ai ici devant moi, peut faire des articles là-dedans qui respectent en fait la charte des comités de quartier, qui est, pour faire court, de vraiment la préservation de l'environnement, etc. Donc, c'est un magazine qui est édité à 10 000 exemplaires, 4 fois par an. Donc, tout est bénévole, donc c'est nous qui faisons les articles, etc. Et donc on a des abonnés. D'ailleurs, on aimerait avoir plus d'abonnés parce que ça coûte cher, c'est légèrement déficitaire. On est subsidié par la région bruxelloise. Enfin, je ne vais pas dans les détails, mais ce qui est très bien. Et donc cet article, on pense que cette lettre aux habitants, c'est notre moyen de communication au niveau des comités de quartier, qui est le plus important. Des journalistes s'en emparent, c'est envoyé à tous les politiciens de la région bruxelloise. On a souvent des échevins qui nous appellent après, vous avez dit ça, mais est-ce que vous le pensez vraiment? Mais c'était plutôt nous et pas vous. Ça a du pouvoir, franchement. Ça a beaucoup d'influence. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent les comités de quartier grâce en fait à cette lettre aux habitants, qui viennent vers nous. Et donc on passe beaucoup de temps à faire ça et voilà, d'ailleurs, on voit que le Royer, qui était l'ancien dessinateur du Soir, a fait le logo, qui est en fait un monsieur qui est au-dessus d'un arbre et qui observe les quartiers. Et on aime bien cette image-là de prendre de la hauteur et d'essayer d'observer, de voir comment les choses évoluent et est-ce qu'elles évoluent dans la bonne direction. Mais justement, parlons de ça. Comment vous le voyez évoluer dans le futur? Alors, c'est toujours difficile de se projeter et de dire ce sera comme ça dans 20 ans, mais on a quand même des pistes. Vous êtes tellement proche par rapport à votre quartier. Vous avez pu très très bien analyser le passé. Comment vous imaginez le futur? Vous savez, les yogis, ils disent qu'on plante des graines. On sème des graines un petit peu partout. Ouais, je rappelle que vous êtes prof de yoga, donc oui, voilà votre inspiration. Il y a des gens qui ne sont pas profs de yoga bien qui sûr, sont yogis. C'est bien de le rappeler aussi. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire avec toutes les initiatives, c'est de planter des petites graines et de voir en fait, de voir les gens aussi nous soutenir et arroser ces petites graines pour que toutes ces petites graines elles poussent. Alors pour répondre à votre question, comment est-ce que je vois moi le quartier dans 10-15 ans? Je le vois beaucoup plus convivial, beaucoup plus vert, intéressant, avec une mobilité beaucoup plus douce aussi. Et beaucoup plus sécurisé. Peut-être un quartier qui émanerait de la lumière, qui pourrait se transférer vers d'autres comités de quartier. Mais en tout cas, c'est sur ça qu'on est en train de travailler. Et c'est vrai que vous êtes en contact très très proche avec tous les comités de quartier. Vous avez, je crois que vous avez un bon réseau. Vous avez établi quelque chose de bien par rapport à ça. On est très fort en contact avec... Je vais peut-être juste revenir aussi pour donner peut-être ma vision du quartier. Oui, bien sûr. Je la partage à 300% avec Maxime. Mais je suis aussi...
un peu pessimiste. Et c'est pour ça qu'on se bat, qu'on donne beaucoup d'énergie. Quand on voit les projets un peu plus loin, avenue de Floride, on a accepté de couper 120 arbres centenaires pour construire 4 villas de luxe, alors que ces villas auraient pu être mises, etc. Un peu plus loin, quand on voit ce pont Carsoul, on va abattre 1000 mètres carrés d'arbres, on va couper ce maillage vert, etc. On va mettre un bloc béton, mais d'une architecture post-soviétique, dans un quartier qui est c'est dur à encaisser, ça fait mal. On essaye de tempérer, on essaye d'avoir un peu d'influence, mais on aimerait en avoir beaucoup plus. Et donc, je crois que pour arriver à la vision de Maxime que je partage, ce serait un rêve. Je crois vraiment à la mobilisation, mais dans le bon sens du terme, citoyenne, populaire, dans le dialogue. Et en fait, pour en revenir au début, c'est vraiment, je crois, notre motivation principale, c'est de continuer dans cette direction-là. 15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Et c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Vous allez retrouver Camille Loiseau qui va accueillir aujourd'hui Mehdi Bayad à Tâtons. C'est à 16h30, c'est dans quelques minutes. Je vous remercie et je vous retrouve demain entre 15h et 16h30 pour partir à la découverte d'un nouveau quartier de Bruxelles. D'ici là, portez-vous bien et à demain. Au revoir.